Ok. J'imagine que certains parmi vous sont déjà familiers avec ce terme, transformation de Fourier. Et pour ceux qui ne le sont pas, dans les vidéos précédentes, je vous ai montré comment est-ce qu'on peut avoir accès à des documents sur le web pour euh, disons, se renseigner ou alors acquérir certaines connaissances vis-à-vis des notions que vous avez à utiliser pour un travail. Ici, par exemple, je vais directement sur Google, je tape transform. Bon, transformer, hein. C'est juste que mon clavier est anglais et je n'ai pas trop réfléchir à changer la configuration que ce soit en français et avoir accès facilement aux accents. Donc, je vais taper transform de Fourier comme j'ai tapé ici, mais je vois ce qui sera sorti, transformation de Fourier. Voilà, vous avez des liens qui pourront vous donner des mon document. Alors, voilà, par exemple, le document que j'ai trouvé, il est assez explicite et étant donné que je ne souhaiterais pas développer carrément euh, les notions d'analyse de Fourier ici, je voudrais juste vous montrer le petit élément qu'on va utiliser pour résoudre le problème, à savoir cette forme d'équation. Ça c'est par exemple le transformé. Je crois que ça c'est la transformée de Fourier. Okay. C'est cette transformée qu'on va utiliser. Ouais, c'est la transformée inverse. Alors c'est ce principe qu'on va utiliser là pour résoudre le problème posé. Ok. Et pour cette petite implémentation, je voudrais que l'on travaille sur les équations d'onde. Bon, en fait, les équations d'onde, l'équation de chaleur, je crois que l'équation d'onde. Je crois que c'est. Ma foi, je pense que c'est les mêmes. Je pense que c'est la même forme d'équation. Voilà, l'équation d'onde à une dimension. J'espère que je vais pouvoir avoir aussi une équation d'onde à deux dimensions. Ma foi, c'est très proche de ce qu'on appelle l'équation de la chaleur. Donc, ce sont les équations de diffusion en général. Même dans les domaines des finances, on utilise souvent ça pour évaluer la diffusion ou bien le flux de peut-être d'une valeur sur le marché. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Si par exemple une double intégration dans le temps, ma foi, je pense bien, et si c'est une double intégration dans l'espace. Ok, donc, vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ici, c'est une dimension. X et ça c'est la dimension temporelle t. Okay, donc si j'ai l'équation, on peut utiliser par exemple si j'ai l'équation là pour implémenter le principe. Je vais balayer un peu pour voir si j'ai une équation avec une simple différenciation dans le temps parce que je veux pas un truc qui va me demander trop de temps pour sa réalisation, puisque l'objectif c'est juste vous montrer comment procéder. C'est vraiment simple et vous verrez avec moi que c'est simple, c'est d'une simplicité, mais alors vraiment en tout cas nous allons voir ensemble, c'est vraiment simple. Et voilà, ça aussi c'est un autre document. Alors est-ce que celui-ci a des modèles qu'on peut utiliser? Oui, c'est presque le même. Non, c'est presque le même, c'est presque le même. Donc, on peut s'amuser à faire cette résolution avec ce modèle, par exemple, dans le d carré de rho sur la direction x qui est égal à lambda de d carré de rho suivant le temps. Donc, je vais juste passer le thème sur ce côté. Donc, on peut prendre ça. Et on peut aussi s'amuser à retirer pour le deuxième exercice, même comme ça va pas être vraiment intéressant parce que ça va toujours être le même principe, le même procédé. Donc on peut tout s'amuser aussi à retirer cette grandeur sur l'autre côté et puis on voit comment ça se comporte aussi. Mais à mon avis, c'est pas, je veux dire, c'est pas fameux. Bon, c'est pas fameux. Ok. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, c'est bon. Ok, voilà, on peut essayer de se mettre dans le contexte, par exemple, de celui-ci. Ah non, celui-ci, il a aussi de non. Bon, je voudrais vraiment un truc où il y a voilà, par exemple celui-ci. Ouais, oui.
Ah, ok, vous voyez, c'est une équation de la chaleur. Hein, lui, c'est. J'ai une double différentielle de t dans l'espace qui est égale à une variation de t dans le temps. Ok. Je peux utiliser ça. Je peux utiliser ça. Ouais, je crois que je vais travailler avec ça pour aller un peu plus vite. Donc, on va utiliser cette équation-ci. Et nous allons travailler sur LibreOffice. Ceux qui n'ont pas encore consulté la vidéo, allez-y. Il y a un tutoriel consacré à l'utilisation de LibreOffice pour rédiger des équations. Alors, on va un peu s'amuser avec aujourd'hui. Et on va attaquer cette équation. On va procéder étape par étape. Donc, préparez-vous, prêtez votre petit café, tout comme je l'ai fait. Peut-être je vais vous présenter mon café aussi, si c'est important, mais non, c'est pas vraiment important. Ok, mais toujours est-il que préparez votre petit café avec votre petit encas pour rester éveillé, comme on dit souvent, rester pour être vif, parce que c'est important de suivre le process étape par étape, mais alors avec le maximum de concentration possible, parce que l'expérience a montré que l'audiovisuel reste mieux lorsqu'on est vraiment dedans, quoi. Si on se plonge dans l'illustration, on garde mieux l'information véhiculée. Donc je vous dis à tout de suite, ok? On se fait juste le temps de préparer son petit encas, sa petite tasse de thé, et là, à tout de suite. Ok, voilà. Voici en quelque sorte résumé la procédure à suivre pour l'implémentation. Désolé, c'est pas mal de nuits blanches qui sont à la cause d'une fatigue accumulée, mais ça va aller. Donc, ici un résumé de l'implémentation des transformés de Fourier pour résoudre un problème de propagation de diffusion de la chaleur. Ça c'est, disons que c'était un modèle mathématique générique, donc il peut être modifié en fonction du besoin, et on a vu tout à l'heure que même les propagations d'ondes ont la même forme. Ici, on travaille dans le cas unidimensionnel parce que bon, c'est plus facile à c'est plus facile à utiliser, et ça nous permet de manière simple à mettre en évidence l'usage des transformés de Fourier pour résoudre des cas similaires. Donc, cette première partie est très importante parce que, en général, lorsqu'on veut utiliser ce type d'approche, le résultat sera fortement contrôlé par les conditions aux limites. Bon, déjà, même quand on entreprend la résolution directe, sans passer par les transformations, le résultat à la fin est fortement contrôlé par les conditions limites. Mais ici, particulièrement, ces conditions limites, nous verrons un peu plus bas que ces conditions peuvent grandement affecter l'exercice, soit en apportant plus de difficultés, soit comme dans le cas-ci par exemple, en apportant moins de difficultés. Donc on commence par se donner une fonction U dans un espace de phase qui correspond en effet à la transformée de Fourier de la fonction de température dans l'espace métrique dans lequel cette fonction est définie, c'est-à-dire T est définie dans un domaine et on définit une transformée de T dans un domaine transformé, si vous voulez. Et si on veut faire ça, si on veut faire les choses de manière simple pour que la majeure partie de pour que tout le monde puisse comprendre, quoi. Ok, c'est simple à comprendre. T, c'est
Dans le cas présent, par exemple, T, c'est une fonction de température. Ça veut dire, ça représente la variation de la température dans l'espace et dans le temps. T. Donc, pour une position X donnée, peut-être X0, X1 ou Xn de l'espace, et à un temps T donné, on a une valeur de la température. Mais quand on applique une transformation de Fourier sur T, l'espace change. Ok, principalement l'espace en mesure de dimension spatiale par temporelle. Ça change. Ce n'est plus l'espace dans lequel la température est définie, mais c'est un espace de phase. Bon, c'est le terme qu'on utilise généralement lorsqu'on fait usage des fonctions de transformation de Fourier. Il revient donc à transformer mon moment. Bon, voilà, c'est. Étant donné que c'est une intégrale, si j'ai ces deux termes qui s'égalent, je peux appliquer ma transformation de part et d'autre sans problème. J'imagine que ça vous rappelle pas mal de choses parce que très certainement dans le cours de mathématiques avancées, traitement du signal, vous avez déjà utilisé ce genre de procédé. Donc, voyez ça comme juste une révision parce que cette partie jusqu'ici, c'est ce que moi j'appelle en général la première étape de la résolution d'un problème d'inversion, si vous voulez, à proprement parler. Si on vous demande par exemple de rechercher ce paramètre D, parce que c'est ça le but de l'exercice normalement. Ce que je vous montre là, c'est une partie que je posais comme par exemple la première partie, consistant à avoir une fonction de, je sais pas, une fonction de répartition, si vous voulez, comme ça, dans l'espace, dans le temps, qui est paramétré par D. Si on me demande maintenant de rechercher D par inversion, j'irai dans le domaine où ma température évolue, faire des mesures à les données X, I et TI, disons, à des points particuliers et par intervalle de temps bien précis. Et à la fin, j'aurai des valeurs expérimentales que je viendrai tout simplement ici injecter par exemple les positions de mesure et les intervalles de temps de mesure, et puis je vais faire une confrontation entre ce modèle théorique et le modèle expérimental. Alors si je décide de réduire l'erreur entre les deux en considérant que l'erreur là va varier en fonction de D, la plus petite erreur à terme va me donner le D correspondant à mon domaine d'étude. J'espère que je me fais assez bien comprendre. Pour résumer, imaginez-vous que cette fonction-ci, c'est le modèle, l'opérateur direct d'une inversion, tout simplement. Et puis, le paramètre recherché par l'inversion, c'est D. C'est la raison pour laquelle je vais demander de réviser le cours de théorie inverse, parce que cette pratique, ce que nous faisons ici avec le transformé de Fourier en général, c'est ce qui se fait d'entrée de jeu lorsque vous avez un modèle, par exemple le modèle de diffusion des signaux électriques. C'est pas le modèle gouvernant les phénomènes électriques ou magnétiques sont souvent définis sous forme d'équation dérivée partielle. Et puis on vous demande de réaliser une inversion pour obtenir des paramètres pour certains paramètres du domaine que vous étudiez, ou bien alors des formations que vous étudiez. Donc il faut ça, vous pouvez décider d'entreprendre cet exercice de cette façon, c'est-à-dire aller rechercher d'abord l'opérateur direct et voir comment est-ce que l'opérateur direct est influencé par les paramètres qu'on vous demande de rechercher. Et en ce moment, vous pouvez maintenant réaliser l'inversion pour trouver la valeur optimale de ces paramètres-là. Étant donné que la valeur optimale sera tout simplement les paramètres qui vont vous donner l'écart le plus petit possible entre la courbe théorique et les valeurs expérimentales mesurées. Donc, on revient ici, on applique la transformée de part et d'autre de l'égalité, et puis on obtient. Bon, là je pense que ici aussi
on est censé, on est censé être familier à ça, n'est-ce pas, transformer de cette grandeur, donc naturellement cette grandeur. Et ici, la transformée de Fourier s'effectuant dans l'espace, dans la dimension de x, et cette variation étant dans la dimension temporelle, il m'est permis de faire entrer ça comme ça. Donc la variation dans la dimension temporelle de tout ceci, quand je la transforme, en fait c'est juste la variation de la dimension temporelle de la transformée de celui-ci. Donc c'est pourquoi je mets d de ukt sur t ici. Alors on se rend compte que on est parti d'une équation d'ordre 2 pour une petite équation d'ordre 1 que l'on peut résoudre aisément. Donc on procède à une séparation de variables et on a du sur u comme u' sur u. Donc d'une part, et ici on a moins k carré d dt. Donc directement on pense au logarithme et on a le droit de penser au logarithme bien sûr parce que déjà on ne travaille pas au niveau des bords. Donc il est clair que d ne sera pas 0, u aussi ne sera pas 0, mais même quand u pouvait prendre la valeur 0, si u devait prendre la valeur 0, alors cette grandeur serait en train de se rapprocher de, je crois, moins l'infini si je ne me trompe pas, ou oui. Alors, le logarithme n'est plus rien de 0 tend vers moins l'infini, et ce n'est pas un non-sens parce que de ce côté, il aura fallu que je remplace peut-être k par l'infini ou bien t par l'infini pour que toutes ces grandeurs-ci aussi se rapprochent de moins l'infini. Ok, donc, et il est possible que u soit nul lorsque k ou t soit tend vers l'infini. Donc c'est comme pour dire que je me sens à l'aise finalement lorsque j'ai utilisé cette et déjà que c'est censé être disons un prérequis parce que si c'est une pratique de base lorsqu'on résout une équation différentielle ordinaire. Ok, c'est vraiment un prérequis. Bon, c'est censé être un prérequis. Dans la mesure où vous avez oublié, bon, voilà, là c'est pour vous rappeler cette petite astuce là, et puis vous pouvez rentrer, vérifier, relancer des petits coups d'œil dans vos cours portant sur les équations différentielles ordinaires. Ici par exemple c'est d'ordre 1. Ok, on peut continuer maintenant. Bien sûr, lorsqu'on a log de u, pour avoir u, je lance l'expansion de côté, là, on continue. Et par la suite, ce qui reste à faire, c'est déterminer la grandeur A. Alors c'est là où je disais que cette partie est très importante. Lorsque je vais déterminer A, il faut que je me rende compte de choses. Ici, par exemple, là, si je remplace t par 0, toute cette grandeur, si ça fait exponentielle de 0 qui me donne 1. Et alors, A correspond à la valeur de u lorsque t égale à 0. Or, lorsque t égale à 0, la température est donnée par une distribution de Dirac. Donc, ça, c'est une hypothèse vraiment. Physiquement, c'est pas très réaliste parce que une hypothèse de Dirac voudrait que la température soit nulle en un point où elle est définie et infinie ailleurs. Donc c'est pas vraiment réaliste, mais au moins ça permet de montrer, ça facilite en fait l'implémentation de cette approche de Fourier. Facilité dans la mesure où c'est simple de transformer une fonction de Dirac parce que si je changeais la distribution de Dirac, c'est par exemple à une distribution gaussienne, ça n'aurait pas posé problème, mais à ce niveau, je n'aurais pas juste écrit comme c'est ça, voilà, ceci implique que ceci. Donc il aura fallu que
je fasse aussi un transformé de la dissolution. Ok. Donc, c'était juste dans le besoin de simplifier un peu la tâche là où c'est possible de simplifier la tâche sans toutefois entacher. C'est vrai que c'est un peu, ça peut être un peu en confusion. Simplifier la tâche sans toutefois entacher. Bon, bref, simplifier la tâche sans toutefois affecter l'exercice que l'on est en train de parcourir. Donc, oui, et aussi parce que je sais, disons, je voudrais croire que ceci c'est quelque chose que vous connaissez aussi déjà, parce que il m'est difficile d'imaginer que vous avez travaillé sur les transformés de Fourier sans qu'on nous ait parlé de cette petite particularité. Les fonctions indirectes sont très importantes pour les transformés de Fourier parce que c'est elles qui permettent d'expliquer le fait que finalement la transformée de Fourier d'une constante peut exister. Parce que en fait, le transformé de Fourier revient à dire que la fonction qu'on transforme est intégrale. Or, une fonction constante peut pas être majorée, donc difficilement, et je vais même pas dire difficilement, je pense que si on se tient juste à ce fait, elle n'est pas intégrable. Mais avec la prise en compte d'une impulsion de Dirac, on peut dire que même si elle n'est pas continue par morceaux, on peut au moins se dire qu'elle est définie en un point, à dire si j'ai une valeur constante, je peux supposer au moins qu'à un point elle est définie et qu'ailleurs elle est infinie. Ok. Et je remplace dans cette hypothèse là par une impulsion de Dirac. Bon. Certains dans ce document vont vous dire que la fonction, ou bien oui, les fonctions de Dirac impulsent toute fréquence. C'est en fait ça la traduction physique de ce problème de transformer le Fourier des constantes. Donc j'imagine que dans le cours que vous avez fait, on a dû revenir un peu sur cet élément là parce que c'est très important. Ça permet d'éviter de traverser pardon, certaines difficultés. Donc, connaissant cette petite particularité là, je remplace tout simplement G par sa transformée qui est 1 sur racine de 2pi et par correspondance, la valeur de A sera 1 sur racine de 2pi parce que c'est U lorsque t égale à 0 qui sera égal à 1 sur racine de 2pi. Voilà. Et finalement, j'ai la solution intermédiaire. Je voudrais m'arrêter un instant sur ce point. Quand je dis solution intermédiaire, beaucoup de personnes font souvent cette erreur. On leur demande de résoudre ce problème, n'est-ce pas? Et puis, arrivé ici, ils considèrent que c'est leur solution. Ceci n'est pas la solution. Enfin, je veux dire, carrément pas. Parce que si x était de mesurer en mètres, k sera mesuré en mètre moins 1, donc l'inverse du mètre. Donc, ce qui fait que cette fonction, ce n'est pas la solution que l'on recherche. Ceci n'est pas la fonction de température que l'on recherche. Si on travaille sur les températures, alors ce n'est pas la fonction de diffusion, je sais pas. Disons, ce n'est pas la fonction qu'on recherche. Je vais dire diffusion, mais c'est pas correct de dire fonction de diffusion. Donc, ceci n'est pas la solution qu'on recherche. La solution qu'on recherche est celle qu'on va obtenir en appliquant la transformée inverse de Fourier sur cette solution-ci. Alors, ça veut dire repartir sur la base donc, le document que je vous ai montré tout à l'heure. Voici la transformée directe et voici la transformée inverse. Donc, repartir sur la base de cette transformée inverse pour retrouver la solution que l'on recherche, finalement la solution que l'on recherche, c'est-à-dire la solution finale. Donc, on pose d'abord encore l'opérateur transformé inverse et puis maintenant on remplace U par son expression qui est cette dernière et voilà, ça nous donne ceci et à l'aide d'un changement de variable et aussi, non, bon,
Avant le changement de variable, il y a une petite pratique ici que je vais vous laisser découvrir vous-même, qui est la mise sous forme canonique de cette expression. C'est un exercice important parce que résoudre cette intégrale paraît assez complexe, mais si on tient compte, j'imagine qu'il doit avoir certaines notions de ces raccourcis, parce que ce sont comment on dit, les points forts, ce sont les points forts de transformé de Fourier. Allons-y, voilà. Ceci, je veux dire, cette égalité-ci est d'une importance capitale lorsqu'on travaille sur les transformés de Fourier. Donc, c'est une égalité qui a déjà été démontrée avec la courbe de Gauss, et si je remplace le moins pi qui est ici par si je remplace le moins pi qui est ici par 1, donc ça veut dire si je fais un changement de variable, par exemple sur si je pose moins pi x carré, bon, je pose pi x carré qui est égal à un grand x carré, ça veut dire que je vais devoir changer dx. La valeur ne sera plus 1 ici, mais racine de pi, n'est-ce pas? Donc, ce que je fais, c'est que je dois pouvoir quitter de cette forme-ci, n'est-ce pas, qui me semble un peu complexe à intégrer, pour cette forme-ci, qui va me donner une certaine rapidité dans mon exercice. Donc ça me permet d'aller un peu plus vite, quoi. Pour cela, je dois transformer, je dois donner ou bien mettre sous forme canonique cette expression aussi. Donc, donner une forme canonique cette expression, et puis c'est simple parce que là, par exemple, je vous dis, j'ai moins k carré dt de ce côté, et puis j'ai 2 pi kx de ce côté. Alors ce qui doit attirer votre attention, c'est que il serait préférable pour moi que dans cette expression-ci, finalement, les termes en k soient d'une part isolés, et les termes en x d'autre part est isolé, de sorte que je puisse intégrer facilement suivant la variable k. En gardant ça à l'esprit, vous allez trouver. Et puis lorsque vous mettez sur la forme canonique et que vous réalisez l'intégration, vous obtiendrez finalement cette expression de température. Bon. En même temps, je ne voudrais pas trop rentrer là-dessus parce que je m'imagine aussi que peut-être dans l'un des cas pratiques que vous avez traité, vous avez eu à voir ce genre de transformation. Donc voilà, c'est finalement voici la fonction que l'on obtient comme solution finale. Et c'est cette fonction-ci qu'on peut maintenant utiliser comme opérateur direct pour une inversion, s'il faut maintenant rechercher par exemple d par inversion. Voilà. Mais que c'est pas un exercice vraiment compliqué, c'est assez simple. Du moment où on sait se donner par exemple nos conditions limites et nos conditions initiales, et du moment où on se souvient des transformés usuels, l'exercice devient vraiment assez simple. Ok, dans la suite, je voudrais puisque ce qu'on a traité là tout de suite, c'est une transformation qui sera amenée une équation ordinaire d'ordre 1. Et il est clair qu'ici la transformation va se ramener une équation attendez, je vois. Oui, ceci par exemple va se ramener une équation ordinaire d'ordre 2 fois, parce que ici je vois une double intégrale dans le temps. Or la transformée de Fourier va toujours revenir juste transformer cette grandeur, si sorte qu'on aura une sorte de U second qui est égal à un facteur de je sais pas trop quoi là fois U, et il faudra rechercher U. Donc voilà ce qu'on a fait, ici. Je vous laisse le soin de reprendre la même chose ici
Oui. Mais en supposant par exemple que les conditions par exemple là, ne sont pas inchangées dans le monde, que les conditions sont les mêmes, ça veut dire que à t égale à 0, vous supposez que par exemple rho de xt égale à g de x où g est la fonction à la distribution des girafes et au bord vous allez supposer que rho est nul. C'est pas un cas disons un cas réaliste, mais c'est juste pour que vous essayez aussi à faire s'il y a des exercices. Bon, maintenant, ce qui est intéressant, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas trop dans le. Ce qui est intéressant, c'est pas trop dans la pratique de. Je veux dire, c'est vrai qu'appliquer les transformations de Fourier pour obtenir un résultat, c'est bon, c'est élégant, mais maintenant, une fois que vous avez votre fonction de distribution, moi, ce qui est primordial pour moi, c'est utiliser cette fonction, par exemple, pour estimer, pour rechercher ce paramètre à l'inversion. Ok. Donc, c'est l'exercice que vous aurez à réaliser. Prendre cette fonction, et je crois que sur la vidéo directement, vous pouvez voir le lien ici, mais je vais vous remettre aussi ce document. Ce sera pour éviter que certaines personnes aient du mal à retrouver ce fichier. Donc vous allez prendre, c'est à la page 2 sur 34, vous allez prendre ce modèle et réaliser le même travail. Et à la fin, je vous laisse le soin de générer à votre avis. Générer les valeurs expérimentales comme vous voulez, c'est-à-dire imaginez-vous les valeurs d'euros peut-être que vous avez mesurées, je ne sais pas trop. Oui, puisque rho va dépendre de x et de t. Donc, si vous suivez la même procédure, ça veut dire que vous aurez une fonction qui sera une fonction de l'espace et du temps. Donc, dans l'espace et dans le temps, vous aurez des mesures et puis vous allez rechercher le paramètre qui caractérise le système que vous êtes en train d'étudier. Ok. Donc voilà à peu près, disons même pas à peu près, non, voilà globalement c'est en quoi consiste ce premier ou bien cet atelier. Donc, le prochain atelier va porter maintenant sur l'entreprise de la résolution numérique, dans le sens, au sens des approximations numériques de ce genre de problème. Et pour ça, on va revenir aussi sur quelques petits aspects qui portent plutôt sur vos cours de méthode numérique, des approximations, par exemple, des fonctions dérivées, dérivées partielles, d'ordre 1, d'ordre 2. Les schémas de discrétisation, que ce soit différents finis, éléments finis, volume fini. On va revenir un peu là-dessus. Ce sera la deuxième partie parce qu'il fallait d'abord toucher un aspect de résolution analytique, comme ici c'est le cas par exemple. Et voilà, j'ai oublié. De la même façon, tout comme on a utilisé le transformé de Fourier ici, de la même façon, vous pouvez utiliser le transformé de Laplace. Et il y a encore bien d'autres transformés que vous pouvez utiliser pour résoudre toujours ce problème. Okay. Donc, soyez un peu curieux et si vous ne vous sentez pas très à l'aise avec les transformés de Fourier, soyez un peu curieux et visitez les autres méthodes. Ma foi, il peut arriver que parmi ces différentes opérations de transformation, vous pouvez trouver le type de transformé qui vous arrange, quoi. Chacun se sent à l'aise parfois avec une méthode, pas forcément parce que c'est la méthode qui est la plus facile, mais peut-être parce que c'est cette méthode là que la personne arrive à mieux comprendre. Ok, donc voilà, c'était tout pour cet atelier. Donc il y aura une prochaine vidéo pour le second atelier. Ok.